Ok, bonjour tout le monde. Alors, on s'était arrêté là, vendredi dernier, sur cette diapositive-là. Juste pour rappeler, alors le message sur cette diapositive, c'est que pour les grands virus à ADN, notamment les herpesvirus, ils sont plutôt indépendants pour répliquer leur propre génome. Donc, dans le génome viral, ils codent pour plusieurs enzymes et cofacteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN, tandis que pour les petits virus à ADN, les polyomas ou les parvoviridae, pas d'ADN polymérase, pas de tout ça, et juste deux petites activités dans la même protéine d'ailleurs, une activité de fixation sur le site sur l'origine de réplication de l'ADN et une activité hélicase. Alors pour regarder un peu en détail comment ces petits virus à ADN arrivent à se répliquer, un exemple, ça va être on va commencer par l'exemple le plus simple, les polyomavirus. Donc, tous les polyomavirus ne codent pas pour de polymérase ADN ni d'enzymes pour fournir des quantités de désoxynucléotides triphosphate. Donc, ils doivent induire la cellule infectée de rentrer dans le cycle cellulaire, de façon à avoir toutes les enzymes nécessaires et les substrats pour l'ADN polymérase présents en grande quantité. Alors, la protéine virale qui fait ça, c'est l'antigène grand T, donc L pour large, AG, antigène et T. Et cet antigène T va se fixer sur les anti-oncogènes cellulaires, la protéine P53 et le P105RB, avec l'interaction avec le P105RB qui va initier le cycle cellulaire, et pareil pour P53, on va empêcher la cellule de rentrer en apoptose. Alors, donc normalement, le cycle de réplication de ces virus aboutit à la libération de particules virales à partir des cellules permissives. Donc, les cellules infectées vont développer un effet cytopathogène et vont finir par mourir. Mais chez les cellules non permissives, l'infection par des polyomavirus a un effet plutôt cancérigène, c'est-à-dire que les cellules infectées vont avoir leur cycle cellulaire perturbé par l'expression de l'antigène grand T, qui aura une tendance à pousser la cellule vers une transformation maligne. Mais si le cycle de réplication virale n'aboutit pas, cette cellule ne sera pas tuée par l'infection virale. Et donc, les polyomavirus ont un certain potentiel cancérigène à cause de cet effet-là. Donc, c'est l'action de l'antigène grand T qui va pousser la cellule infectée de rentrer dans le cycle cellulaire. C'est ça qui va fournir les enzymes et le substrat nécessaire pour la réplication de l'ADN viral. Et c'est une étape obligatoire pour la réplication du virus. Il ne fait pas ça pour induire un cancer, mais il le fait pour pouvoir assurer sa propre réplication. Et c'est une stratégie que l'on retrouve chez d'autres petits virus à ADN, notamment le HPV-16, donc ce qui est l'une des souches de papillomavirus humain qui se réplique dans les muqueuses et qui est associé au cancer du col de l'utérus. HPV-16, c'est l'espèce de papillomavirus humain qui est le plus oncogène. Donc, tous les papillomavirus humains expriment deux petites protéines précoces, E6 et E7. Donc, E, c'est pour early, donc ce sont des protéines précoces qui ont à peu près les mêmes fonctions. Donc, E6 va se fixer sur le P153 et induire sa dégradation.
E7 va fixer le P105RB et ensemble, ils vont induire l'initiation de la cycle cellulaire. Et même les adénovirus, qui ne sont pas associés au cancer humain, vont utiliser un peu le même type de stratégie pour permettre l'application de l'ADN viral de façon efficace. Donc, on a la protéine précoce E1A qui fixe le P105RB, la protéine précoce E1B qui fixe le P53. Donc, 3 virus ADN différents qui vont avoir le même type de manipulation de la cellule hôte pour favoriser la réplication de l'ADN viral. Alors, pour les polyomavirus, on connaît assez bien la fonction de l'antigène grand T parce que non seulement il va activer le cycle cellulaire dans la cellule infectée, mais cette protéine est également la protéine de fixation sur l'origine de réplication virale, la OBP. Donc, on a 2 hexamères de l'antigène grand T qui vont se fixer sur l'origine de réplication virale. Ensuite, on a une activité de hélicase qui va commencer à déplier un petit peu l'ADN double brun sur le site de réplication. Et c'est ça qui va recruter la machinerie de réplication de l'ADN cellulaire sur l'ADN viral. Et la première chose, c'est la fixation de la protéine RPA sur l'origine de réplication virale. Et ensuite, on va recruter la primase, l'ADN polymérase pour démarrer la réplication dans les 2 sens à partir de cette sorte de bulle d'ADN simple brun qui est séparée ici. Donc, la réplication d'ADN va se poursuivre dans les 2 sens à partir de cette région où les 2 brins de l'ADN double brun sont séparés. Donc, on a la réplication de l'ADN qui va dans ce sens-là et dans ce sens-là. Le problème pour ce virus, c'est que lorsqu'on va faire ça, on va tirer les 2 brins de l'ADN double brun et les séparer. Ça va introduire des torsions dans le reste de l'ADN circulaire. Et pour permettre... Et ça va créer une sorte de résistance pour faire avancer la fourche de réplication de l'ADN. Donc, les polyomavirus sont également dépendants des topoisomérases cellulaires pour couper l'ADN double brun ici, relâcher la tension et puis refermer l'ADN double brun. Et pareil, à la fin, si la réplication se termine de ces 2 brins, on aura en fait 2 copies d'ADN double brun qui sont formées, mais qui sont un petit peu imbriquées l'une dans l'autre. Donc, pour séparer ces 2 copies d'ADN double brun, à nouveau, le virus est dépendant des topoisomérases cellulaires pour séparer les 2 copies d'ADN circulaire. Donc, les polyomérases sont dépendants des enzymes de l'autre pour répliquer son ADN et aussi pour résoudre ces problèmes dans la réplication d'un petit ADN circulaire. Alors, un autre problème quand les virus à ADN, c'est comment répliquer les extrémités du génome. Donc, pour un virus avec un génome circulaire, ce n'est pas un problème parce que on va commencer avec une primase qui va générer une amorce en ARN, mais lorsque l'ADN polymérase a fait tout le cercle du génome viral, il va dégrader l'ARN et le remplacer par l'ADN et puis terminer la réplication et puis religuer pour faire un ADN circulaire complet. Le problème pour les virus avec un génome en ADN linéaire, c'est qu'à la fin de chaque cycle de réplication, on aura l'amorce d'ARN qui serait dégradée, mais il n'y a rien pour le remplacer par l'ADN.
Et donc, si le virus ne fait rien, bah, on aura une sorte de raccourcissement du génome à chaque cycle. Donc, c'est le même problème pour nous et nos chromosomes, et on résout ce problème par l'activité de la télomérase qui rajoute des séquences répétées aux extrémités de chaque chromosome. Mais les virus ne disposent pas de ce mécanisme. Donc, comment ils font pour éviter d'avoir un génome raccourci à chaque cycle de réplication? Voilà. Donc, on a plusieurs stratégies qui sont employées par des virus avec un ADN, un génome en ADN linéaire. Donc, les herpesvirus, c'est un peu de la triche, c'est-à-dire que directement après l'entrée de l'ADN dans le noyau de la cellule infectée, l'ADN linéaire viral va se circulariser. Donc, il évite un peu le problème et puis ensuite, il se réplique en forme de cercle. Pour les parvovirus et les adénovirus, on a deux solutions différentes. Donc, pour les Parvoviridae, petits virus avec un génome en ADN simple brun, l'extrémité de l'ADN peut se replier sur elle-même et c'est ça qui permet d'amorcer la réplication du reste du génome. Pour les adénovirus, le virus échappe à ce problème en utilisant une protéine comme l'amorce. Et donc, les premiers nucléotides, ou les premiers désoxynucléotides qui sont rajoutés pour synthétiser l'ADN du brin complémentaire sont ajoutés à une protéine et pas à un ARN. Donc ça, normalement, aucune ADN polymérase cellulaire va reconnaître une protéine comme un site d'amorçage de synthèse de l'ADN. Et donc, c'est pour ça que seuls les virus qui codent pour leur propre ADN polymérase peuvent employer cette stratégie. Et encore une fois, on a une séquence qui est un peu particulière à l'extrémité de l'ADN génomique des adénovirus qui va permettre d'amorcer le brin complémentaire. Donc, ITR, c'est pour séquences qui sont inverted terminal repeats, donc les séquences répétées invertées aux terminaisons de l'ADN. Et juste pour illustrer ces deux techniques, là, je suis pas sûr. Donc, je suis pas sûr que vous ayez besoin d'apprendre tout ça, mais c'est juste pour illustrer comment fonctionnent les ITR sur les parvovirus, comme les virus AAV. Donc, dans la particule virale, on a un ADN simple brun, mais les deux extrémités sont complémentaires. Donc, on a un petit bout de cet ADN génomique qui est en ADN double brun pour former une structure un peu comme une poêle à frire avec la manche ici, puis l'ADN simple brun qui fait une sorte de cercle. Alors, lorsque cet ADN rentre est libéré de la capside, il y a une sorte de, je pense que c'est plutôt un équilibre entre ces deux formes parce que les séquences qui sont complémentaires ici sont également complémentaires avec elles-mêmes. Donc, chacune de ces séquences aux extrémités peut se replier sur elle-même et donner ce type de structure-là, avec une sorte de tige-boucle à la fin de chaque extrémité de l'ADN. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça, c'est notre extrémité 5' de l'ADN viral, et ça, c'est l'extrémité 3'. Et donc, ici, les enzymes de réparation de l'ADN cellulaire vont reconnaître qu'il y a un petit bout d'ADN 3' libre associé avec un peu d'ADN double brun. Donc, les enzymes cellulaires vont, dans un premier temps, réparer tout cet ADN double brun et former cette structure ici. Donc, on a une copie en ADN double brun du génome viral. Et une fois qu'on a l'ADN double brun, les facteurs de transcription de l'autre peuvent se fixer dessus et la transcription des gènes viraux peut se démarrer.
donc on arrive à l'expression des gènes viraux, notamment la protéine REP. Et la protéine REP va se fixer ici et il va cliver un de ces deux brins d'ADN double brin. Parce qu'ici, là, tout ça, c'est totalement une molécule totalement continue d'ADN. Donc on ne peut pas répliquer ça directement, il faut couper un des deux brins pour faire une extrémité 3' libre pour la réplication de l'ADN. Donc c'est la protéine REP qui va faire ça. Et puis on a une sorte de petit jeu où les deux extrémités vont être en équilibre entre ce forme-là repliée sur elle-même et la forme où elle s'hybride de façon linéaire. Et donc c'est l'ADN polymérase cellulaire qui va prendre cette extrémité 3' dispo ici et synthétiser tout cet ADN en rouge ici. Et donc on a un petit jeu de passe-passe et finalement on a des copies d'ADN simple brin qui vont se répliquer. Okay, donc le seul truc à retenir ici, c'est cette structure en tige-boucle à l'extrémité de l'ADN viral. C'est ça qui permet d'amorcer la réplication. Et c'est la protéine REP qui permet de dénouer la situation une fois qu'on a une sorte de molécule totalement fermée qui est produite à ce niveau-là. Alors, pour les adénovirus, on a cette situation-là. Donc, l'ADN viral est un ADN double brin linéaire. Et ce qui va se passer pour initier sa réplication, c'est l'association de cette protéine-là, la PTP, qui joue le rôle d'une amorce protéique. Donc, la sérine, ici, sera... donc, c'est un acide aminé avec un groupement hydroxyle. Et ce groupe hydroxyle sera utilisé pour attacher un premier cytosine par l'ADN polymérase viral. Et donc, c'est ce complexe PTP sérine ADN polymérase viral qui va amorcer la synthèse du brin complémentaire. Donc, notre ADN polymérase viral va avancer sur l'ADN double brin et va déplacer un brin d'ADN simple brin. Et cet ADN sera fixé par une protéine de fixation d'ADN simple brin virale. Donc, pour éviter que cet ADN se replie sur lui-même. Donc, on a un premier cycle de réplication qui aboutit à une molécule d'ADN double brin et une molécule d'ADN simple brin associée avec la protéine de fixation sur l'ADN simple brin. Donc, comment le virus va faire pour répliquer une deuxième copie de l'ADN complémentaire à cette brin déplacé? Mais c'est parce que les deux extrémités de l'ADN viral sont complémentaires l'une avec l'autre. Donc, ces deux extrémités d'ADN vont s'hybrider au sein de la même molécule d'ADN simple brin. Et ça fait un petit bout d'ADN double brin qui sera reconnu à nouveau par le complexe polymérase PTP sérine. Et donc, le virus va réamorcer un autre cycle de réplication à partir de ce petit bout d'ADN double brin ici. Et donc, on finira par copier, par obtenir deux copies d'ADN double brin. Donc, un petit tour de passe-passe chez les adénovirus pour obtenir deux copies d'ADN double brin sans raccourcissement de l'extrémité de l'ADN génomique. OK. Bon, on va faire une petite question sur la réplication d'ADN. Alors, je vais lancer ça. Alors, quelle est la cible pharmacologique de certains antiviraux actifs contre les herpesvirus?
Attends, j'ai pas mis. Oh, excuse-moi. Attends, je vais le démarrer et puis je vais vous afficher le QR code. Voilà. Ouais, globalement, c'est bien. Donc, la bonne réponse est B. Donc, c'est l'inhibiteur de la polymérase à ADN virale. Les aplasires ont leur propre polymérase à ADN. Effectivement, vous avez peut-être été induit dans l'erreur parce qu'ici, c'est le guanosine et pas le désoxyguanosine. Donc, mais en fait, c'est un inhibiteur de l'ADN polymérase virale. C'est une prodrogue, donc la forme active, c'est la forme triphosphorylée ici. Donc la première étape, il doit être phosphorylé. Et en effet, c'est la thymidine kinase virale qui va effectuer la phosphorylation sur ce groupe hydroxyle. Et la thymidine kinase cellulaire ne va pas prendre en charge la cyclovir. Donc c'est une des raisons pour laquelle la cyclovir va être spécifique pour inhiber la réplication d'ADN viral et pas toute la réplication d'ADN cellulaire. Et finalement, la forme triphosphorylée est prise en charge par l'ADN polymérase viral, mais non pas des ADN polymérases cellulaires. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer lorsque cette molécule est intégrée dans l'ADN? Donc, on aura un truc en 5' triphosphate. Et lorsque ça s'est intégré dans l'ADN, il n'y a absolument pas de groupement hydroxyle en 3' ici. Donc, l'ADN polymérase ne pourra plus rien rajouter sur la chaîne d'ADN qui est en cours de synthèse. Donc, on aura un arrêt de la synthèse de l'ADN viral. Donc, c'est un terminateur de chaîne, comme un didéoxynucléotide. Donc, voilà, donc c'est ça. Alors, on n'a jamais cherché à développer des médicaments semblables contre les papillomavirus humains. Pourquoi? Ok, j'ouvre ça. Okay.
c'est ça. Oui, tout à fait, c'est vrai. OK. Donc, effectivement, les HPV, ce sont des petits virus à ADN qui n'ont pas leur propre ADN polymérase, donc ça ne va jamais marcher. Ils sont dépendants de l'ADN polymérase ou les ADN polymérases cellulaires. Donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas de médicaments anti-HPV. OK. Alors, donc ça, c'est réplication d'ADN. Qu'en est-il pour l'expression des gènes chez les virus à ADN? Une chose qu'il faut bien garder en tête chez les virus à ADN, il y a toujours cette distinction entre gènes précoces et gènes tardifs. Donc, la définition des gènes précoces sont des gènes qui sont exprimés rapidement après l'entrée cellulaire et notamment tout ce qui est exprimé avant la réplication de l'ADN viral, c'est un gène précoce. La fonction de ces gènes, c'est démarrer la réplication de l'ADN, contrôler l'expression d'autres gènes viraux pour démarrer tout le système et éventuellement modifier la cellule hôte. Par exemple, démarrer la cellule hôte démarrer le cycle cellulaire chez la cellule hôte, inhiber l'apoptose. Les gènes tardifs sont exprimés après la réplication de l'ADN viral et sont principalement des protéines de structure de la particule virale et des protéines qui sont impliquées dans l'assemblage et la libération des particules virales. Donc, chez les virus à ARN, il n'y a pas vraiment ça, mais chez les virus à ADN, oui. Et également chez les rétrovirus. Donc, pour tous les virus à ADN, il y a un système pour contrôler quel gène va être exprimé avant les autres. Donc, l'exemple le plus simple et le plus classique, ce sont à nouveau les polyomavirus, par exemple le virus SV40. Et son organisation génomique est très, très simple. Donc, c'est un ADN double brin circulaire avec une seule, l'origine de réplication qui est également l'unique promoteur viral. Donc, c'est là où les facteurs de transcription vont se fixer et démarrer la transcription des gènes viraux. Et à partir de ce promoteur, la transcription peut partir dans les deux sens. Si la transcription part dans ce sens-là, on aura la transcription des ARN codant pour l'antigène grand T et l'antigène petit t, réglée par un épissage alternatif. Si la transcription part dans l'autre sens, on aura la transcription des gènes codant pour les protéines de capside VP1, VP2 et VP3. Donc, les antigènes grand T, ce sont des gènes précoces impliqués dans la réplication de l'ADN, et les antigènes de capside, VP1, VP2, VP3, sont des gènes tardifs. Comment ça marche? Très très simple comme système. Donc, initialement, l'ADN viral rentre dans le noyau, et ce sont des facteurs de transcription cellulaire, SP1, qui vont se fixer sur le promoteur viral et démarrer la transcription dans un sens pour permettre la transcription des antigènes grand T et petit t. Ensuite, puisque l'antigène grand T sera exprimé, il va commencer à se fixer sur cette même région et il va rentrer en compétition avec des facteurs de transcription cellulaire qui permettent la transcription dans ce sens-là. L'antigène grand T possède lui-même une activité de facteur de transcription, mais qui va démarrer la transcription sur l'autre brin de l'ADN dans l'autre sens. Et c'est pour ça que la transcription des gènes codant pour les protéines de capside, VP1, VP2 et VP3, est tardif parce qu'il dépend de l'accumulation d'une quantité suffisante de l'antigène grand T. Bon, en tout cas, c'est le modèle classique. Pour les adénovirus, on a une situation un peu plus complexe. Donc, au lieu d'avoir
un seul promoteur viral dans le génome, on en a plusieurs, et les différents promoteurs vont être actifs à différents stades de la réplication du virus. Donc, le premier promoteur à être activé, c'est celui-ci qui est juste à une extrémité de l'ADN viral. On appelle ça le promoteur précoce immédiat. C'est le promoteur qui est initialement actif dès que l'ADN viral rentre dans le noyau. Alors, ce sont les facteurs de transcription de l'hôte qui vont se fixer ici sur ce promoteur précoce immédiat. Et il y a un seul gène qui est exprimé à partir de ce promoteur, c'est le gène E1A. Et donc on a la protéine E1A qui est exprimée, et c'est son expression qui va permettre l'activation des autres promoteurs précoces. Alors, la protéine E1A n'est pas un facteur de transcription, mais si vous vous souvenez, la protéine E1A va se fixer sur la protéine cellulaire P105RB. Et le P105RB garde en complexe le facteur cellulaire E2F. Et lorsque E2F est libéré, il va se fixer sur tout un tas de promoteurs cellulaires pour démarrer la transcription des gènes impliqués dans le cycle cellulaire. Et donc, c'est le même système qui permet d'activer les promoteurs précoces des adénovirus. Donc, c'est la protéine cellulaire E2F qui est libérée par l'interaction entre E1A et la P105RB cellulaire qui va activer ces différents promoteurs précoces. Alors, les gènes codés sous le contrôle de ces promoteurs précoces E1B et E2 jusqu'à E4 codent pour les enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN viral. Et une fois que l'ADN viral est activé, une fois que l'ADN viral est répliqué, c'est ça qui permet l'activation des promoteurs tardifs, L1 à L5. Donc on a un système un peu plus complexe avec une interaction entre protéines virales, facteurs de transcription cellulaire et une sorte d'activation en cascade des différents promoteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'activation de l'expression des gènes tardifs avant la réplication de l'ADN et on ne peut pas répliquer l'ADN avant d'avoir la transcription à partir de promoteurs précoces immédiats. Ouais, ok, donc ça c'est un peu compliqué, mais pour voir si vous avez compris. Alors, imaginez que vous avez généré un adénovirus mutant qui est délété pour le gène E1A. Comment il va se comporter, ce mutant? Comment va-t-il se comporter? Réfléchissez à ça un petit peu. Plusieurs réponses correctes ici. Enfin, plus d'une réponse correcte en tout cas. Ah, j'ai pas mis les codes QR. OK.
Ok, bon, alors, voilà, on va montrer ça. Ok. Oh, non, mais non, mais non. Oh. Ok, donc c'est ce que vous avez envoyé comme réponse. Réponse 2 et 3 sont correctes. 1, c'est pas correct. Et 4, on verra tout à l'heure. Ok, donc les bonnes réponses. Alors, A, c'est pas correct, ok, parce que normalement, l'expression des autres gènes précoces est dépendante de l'expression de la protéine E1A. Donc, si E1A n'est pas présente, bah, en fait, tout le reste sera bloqué. Donc, on n'aura pas d'expression de E1B, de E2, etc. Donc, on aura zéro expression des gènes précoces. Donc, ça, c'est faux. A. Parce que c'est le début de tout. Tout est dépendant de 1 à A. Et B est correct parce que si on le remplace, c'est-à-dire que la cellule que l'on a est transfectée de façon stable avec le gène codon pour E1A, bon, bah, en fait, on peut complémenter ce virus qui est défectueux. Et du coup, il va pouvoir se répliquer et libérer d'autres particules virales. Donc, c'est comme ça qu'on peut propager ce virus qui est défectueux. Mais qu'est-ce qui se passe si on purifie ces particules virales? On va infecter une cellule normale. C'est la réponse C, elle est correcte, comme vous avez vu. En fait, on ne devrait pas avoir un gène viral exprimé. Donc, du coup, réponse C et réponse A sont contradictoires. L'une est vraie et l'autre ne peut pas être vraie. Et c'est la réponse C qui est correcte. Alors, le dernier point, où presque personne n'a choisi, c'est vrai ça, c'est correct. Et il faut imaginer, si je vais un peu sortir mes petits trucs là. Si j'ai encore, hop. Donc on a un virus qui va être comme ça. Et à la place de l'E1A, on va avoir un promoteur. Promoteur fort, ok. Et on a une séquence codante pour la GFP. Cet ADN-là va... Donc tout ça, c'est empaqueté dans une particule virale. Parce qu'on a cultivé ce virus dans les cellules qui expriment la protéine, le gène E1A. Donc ça, c'est empaqueté dans une particule virale. On va l'utiliser pour infecter une cellule normale. Bah, le promoteur ici, il va être actif. Ce n'est pas un promoteur de l'adénovirus, c'est un promoteur qui va être actif dans la cellule. Donc du coup, les protéines, enfin les cellules infectées, pas les protéines infectées, les cellules normales infectées vont exprimer de la GFP. Parce que l'activité de ce promoteur-là, il n'est pas dépendant de E1A, il n'est pas dépendant de E2, etc., ni de la réplication de l'ADN viral. Et en fait, c'était ça la première génération d'adénovirus recombinants. Donc ça ne marche pas super bien que ça. Donc depuis, on a apporté 2 ou 3 autres modifications. Mais initialement, les premiers adénovirus recombinants, c'était ça. On enlève le gène E1A, comme ça le virus ne peut pas se répliquer de façon autonome, et on le remplace par le gène que l'on souhaite exprimer dans les cellules. Donc c'était ça. OK, donc pour les herpès virus encore plus complexes, génome plus complexe, et à nouveau une sorte de cascade d'expression entre les gènes précoces ou très précoce, immédiat, précoce et tardif. Alors, pour le virus herpès simplex 1, c'est l'exemple que l'on a, mais chez les autres herpès virus, il y a quelque chose de semblable. On a 3 vagues ou 3 types de gènes qu'on appelle les gènes alpha, bêta et gamma, ou les précoces immédiats, précoces et tardifs. Alors, l'expression des gènes
alpha précoce immédiat est dépendante du facteur viral VP16 qu'on appelle, les gènes sont précoces, immédiat et tardifs et les promoteurs sont alpha, bêta et gamma. Je vais dire ça. Alors VP16, son autre nom, c'est facteur d'initiation de transcription alpha. Donc il est nécessaire pour activer la transcription de ces gènes précoces immédiats. Il active les promoteurs alpha. Parmi les protéines exprimées à partir de ces promoteurs alpha, on a la protéine alpha 4, qui est un facteur de transcription qui va se fixer sur le promoteur bêta et permet la transcription des gènes précoces. Dans les gènes précoces, on a toutes les protéines virales nécessaires pour la réplication de l'ADN. Donc, le gène précoce exprimé à partir de promoteurs bêta permet de la réplication de l'ADN. Et c'est la réplication de l'ADN qui permet d'activer des gènes tardifs gamma. Alors, il y a un problème avec ce schéma, qui est comment se fait-il qu'on a une protéine virale, VP16, qui est nécessaire pour la transcription des premiers gènes du virus. Parce que lorsque l'ADN viral rentre, si on a besoin d'une protéine virale, déjà pour démarrer la transcription, on ne voit pas comment il pourrait le faire. Alors, la réponse, c'est que VP16, le alphatif, ça fait partie des protéines du tégument du virus HSV1. Donc, si vous vous souvenez, on a un virus icosahédrique enveloppé et on a des protéines de tégument, notamment la VP16. Donc, lorsqu'on a la fusion membranaire, ce qui va se passer, c'est qu'on a le capside qui rentre et on a aussi la VP16 qui rentre. Et donc, un peu plus loin, on a notre capside qui va se fixer ici. L'ADN viral rentre dans le noyau. Et la VP16 rentre dans le noyau également. Donc du coup, la VP16 est directement disponible pour activer la transcription à partir des promoteurs alpha. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir l'initiation de la transcription dépendant d'un facteur viral, parce que le virus la porte lui-même dans la particule virale infectieuse. OK, dernier exemple qu'il faut, je pense, connaître pour comprendre ce qui se passe dans les TP. Ce sont les baculovirus et notamment l'exemple qu'on va utiliser en TP, le Autographa californica nucleopolyhedrosis virus, ACNPV. Donc, son cycle de réplication, on a une particule enveloppée avec une nucléocapside hélicoïdale. La glycoprotéine d'attachement, c'est la protéine, c'est la GP64. Donc, les nucléocapsides rentrent dans le noyau. On a l'expression précoce, donc, qui code pour les gènes permettant la réplication de l'ADN viral. Donc, on a la réplication de l'ADN viral, l'expression tardive, qui permet d'exprimer la protéine de nucléocapside et la GP64. Et du coup, après cette expression tardive, on a la formation de particules bourgeonnées et leur libération dans le milieu de culture. Mais les baculovirus ont également une série de gènes qu'on appelle très tardives ou, c'est ça, très tardives. Et notamment, ces gènes très tardives
incluent ou comprennent la polyédrine, qui est une protéine qui va former ces gros amas de particules virales encastrés dans les corps d'occlusion dans le noyau. Signe caractéristique de l'infection des nucléopolyhydrosis, virus des DNPV. Alors, le virus, pourquoi il fait ça? Parce qu'aucun autre virus qu'on a regardé a cette étape dans son cycle de réplication. Ben, c'est très important. Enfin, on voit ça. Ouais, on voit ça maintenant. Oui. Donc, pourquoi les baculovirus font ça? Ben, c'est lié à leur transmission d'animal à animal. Donc, une larve d'insecte va se faire infecter lorsqu'elle mange une feuille contaminée par les polyèdres d'un baculovirus. Donc, l'insecte va manger ces polyèdres, donc ils sont ingérés à l'intérieur de l'insecte. Donc, les conditions de l'intestin de l'animal vont dégrader les polyèdres et libérer des particules infectieuses. Donc, on aura une infection des entérocytes. Et à partir de ce moment-là, c'est la libération des particules bourgeonnées qui vont infecter tout l'animal. Mais une fois que le virus s'est répliqué et qui a tué son animal hôte, le problème pour le virus, c'est de se transmettre à un autre hôte. Et pour cela, les gènes très tardifs vont détruire l'hôte et le liquéfier, et aussi former ces polyèdres qui vont être plutôt résistantes à l'extérieur de l'animal. Donc, de façon générale, les virus n'ont pas de forme résistante pour l'extérieur d'un organisme. Enfin, si, les virus nus en tout cas, oui. Les virus enveloppés, non. Les virus enveloppés sont plutôt sensibles. Donc, pour résister aux conditions de l'extérieur de l'animal, les baculovirus encastrent des particules virales dans ces polyèdres. Donc, un énorme amas de protéines qui vont protéger des particules virales pendant le temps qu'elles restent à l'extérieur sur une feuille en attendant d'être mangées. Donc, cette histoire de polyèdre, c'est essentiel pour la transmission du virus dans la nature, mais il n'est pas nécessaire pour la réplication du virus en culture cellulaire. Parce qu'en culture cellulaire, ce sont les formes bourgeonnées qui sont nécessaires pour se transmettre d'une cellule à l'autre. OK, donc on a à nouveau plusieurs vagues d'expression de gènes viraux avec les gènes précoces immédiats qui sont transcrits via l'action de facteurs de transcription cellulaire. 3 gènes précoces immédiats. Donc, ces gènes précoces immédiats sont eux-mêmes des facteurs de transcription qui vont initier la transcription des gènes précoces. Et chez les gènes précoces, on trouve l'ADN polymérase virale, une hélicase, donc les gènes nécessaires pour la réplication de l'ADN viral. La protéine P35 qui va inhiber l'apoptose de la cellule infectée pour éviter la cellule de se suicider et contrecarrer la réplication virale de cette façon-là. Et aussi les facteurs d'expression tardifs, late expression factors, qui en fait codent pour une ARN polymérase virale. Et c'est l'ARN polymérase virale qui va reconnaître uniquement les promoteurs tardifs du virus, les promoteurs tardifs et très tardifs. Donc, c'est un autre mécanisme qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, expression d'un polymérase ARN viral pour transcrire les gènes tardifs viraux. Alors, l'action combinée de ces deux des gènes précoces, c'est de répliquer l'ADN viral et de permettre l'ARN polymérase virale de transcrire des gènes tardifs. Et là, on a la nucléocapside, la GP64, et c'est ça qui permet de libérer des particules bourgeonnées à partir de, bon, pour notre virus, 48 à 72 heures post-infection. Et dernière étape, on a l'expression des gènes très tardifs, la polyédrine, pour encastrer des particules dans le noyau.
pour former ce qu'on appelle les particules occludées, donc à partir de 72 heures, et aussi des gènes comme la chitinase et la catepsine pour tuer les cellules infectées et dégrader totalement le corps d'un insecte. Donc c'est ça qui va liquéfier carrément des larves qui sont infectées. Donc ça, c'est notre cycle de réplication baculovirus. Ouais, ça c'est quelque chose, je ne suis pas sûr que j'ai... ouais, je vais raconter ça un petit peu. Alors, le développement des vecteurs d'expression basés sur les baculovirus, je pense que c'est au début des années 1980, quelqu'un, je ne sais pas qui c'était, a une superbe idée qu'il s'est rendu compte qu'en fait, vu que l'expression des gènes très tardifs n'est pas nécessaire pour les virus qui se répliquent en culture cellulaire, on peut les remplacer par le gène que l'on veut exprimer et notre virus sera capable de se répliquer. Et en plus, la polyédrine est très fortement exprimée à la fin du cycle de réplication virale. Donc l'idée, c'était de remplacer le gène de la polyédrine par le gène d'intérêt. Et techniquement, en fait, classiquement, ce qu'on faisait, peut-être il y a une trentaine d'années maintenant, c'est qu'on avait des petits bouts d'ADN du locus de la polyédrine et on avait cloné ça dans un vecteur de plasmide, dans un plasmide, et on a remplacé le cadre ouvert de lecture de la polyédrine par notre gène X. Puis on co-transfectait ça avec l'ADN d'un baculovirus qu'on avait purifié à partir d'une culture de virus. Et donc, on attendait qu'il y ait une recombinaison homologue dans les cellules pour remplacer la polyédrine par notre gène d'intérêt. Donc, dans nos cellules transfectées, il va y avoir la plupart qui vont exprimer un virus sauvage, mais de temps en temps, la recombinaison homologue va générer un baculovirus recombinant. Donc, ces ADN vont être incorporés dans des particules virales et ensuite, ce qu'il fallait faire, c'était de les étaler sur faire une manip en plage de Lise et isoler des particules virales à partir des plages de Lise et identifier laquelle avait incorporé notre gène d'intérêt. Donc là encore, c'est un peu la première génération de baculovirus recombinant. Donc on remplaçait la polyédrine par notre gène d'intérêt. Ok, résumé de cette partie-là, et puis après on va enchaîner direct sur les virus à ARN. Oui, donc stratégie de réplication. Plus le génome est petit pour les virus à ADN, plus le virus est dépendant des enzymes, des cofacteurs de l'hôte pour sa réplication. Et pour les petits virus à ADN, l'activation du cycle cellulaire, c'est une étape essentielle. D'où un peu le risque oncogénique associé à certains virus, à petits virus à ADN. L'exception, ce sont les parvovirus, parce que soit ils infectent des cellules qui sont déjà en cycle cellulaire, c'est le parvovirus B19, ou alors ils attendent l'activation par un virus auxiliaire. Donc ce n'est pas eux-mêmes qui vont induire le cycle cellulaire chez les cellules infectées. Pour les génomes linéaires en ADN, quelques astuces pour répliquer les extrémités chez les adénovirus et les AAV et les parvovirus. Et pour contrôler l'expression en gènes précoces et tardifs, tous les virus à ADN ont des systèmes avec des cascades où l'expression des gènes précoces va contrôler l'expression des gènes tardifs. OK. Donc on va directement enchaîner sur les virus à ARN. Donc cette fois-ci, on va... Oh non. Oui, c'est ça. Donc on va initialement regarder comment font les virus avec un génome en ARN, et puis on va terminer par les rétrovirus.
Alors, pour les virus de classe 3, 4 et 5 de la classification de Baltimore, le génome est en ARN simple brin ou double brin, mais pour se répliquer, il faut absolument une polymérase à ARN dépendante de l'ARN, c'est-à-dire une RDRP qui n'est pas, et ce type d'enzyme n'est jamais codé dans le génome cellulaire. Donc tous les virus à ARN doivent coder dans leur génome une RDRP. Et ça met une sorte de limite inférieure à la taille d'un génome d'un virus en ARN. Donc en fait, les virus avec des génomes plus petits sont des virus à ADN. Okay, donc tous les virus doivent coder pour une RDRP dans leur génome qui sera exprimé dans la cellule infectée, mais seuls les virus ARN brin plus ont un génome qui peut être pris en charge directement par le ribosome. Les virus ARN double brin et les virus ARN brin moins ne sont pas des ARN messagers, ne peuvent pas être pris en charge par le ribosome. Donc, pour exprimer initialement un ARN messager, les virus ARN double brin et les virus ARN brin moins doivent absolument incorporer leur RDRP dans la particule virale, ce qui n'est pas le cas pour les virus ARN brin plus. OK, voilà. Alors, de façon générale, un virus ARN brin plus, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, son génome, c'est comme ça, il rentre dans la cellule tout seul. La première chose qui va se faire, c'est que cet ARN génomique sera pris en charge par les ribosomes cellulaires et on aura l'expression de protéines virales. Donc, le problème qui est associé, c'est que le ribosome de l'hôte doit être capable de reconnaître l'ARN viral un peu comme un ARN messager. Un autre problème, c'est comment je fais pour exprimer plusieurs protéines à partir d'un seul ARN brin plus. Parce que le virus doit exprimer plusieurs protéines de capsid et une ARN polymérase au minimum, et probablement d'autres protéines non structurales aussi. Et donc, ça, c'est un autre problème quand des virus ARN brin plus. Alors, parmi les protéines virales qui sont exprimées, on aura une polymérase ARN à ARN dépendante de l'ARN. Et c'est cette ARN polymérase qui va d'abord synthétiser un brin complémentaire qui sera utilisé comme matrice pour resynthétiser l'ARN génomique. Donc, on aura des cycles de réplication d'ARN viral qui passent forcément par un intermédiaire en ARN double brin. Et donc, on a une amplification du génome de cette façon-là. Alors, quelques exemples de virus ARN brin plus. Donc, on a vu rapidement l'entrée des Picornaviridae, leur façon de s'attacher et de rentrer dans les cellules. Donc, les Picornaviridae, ce sont petits virus ARN avec une capside icosahédrique non enveloppée qui sont responsables de plusieurs maladies ou infections chez nous. Donc, les rhinovirus provoquent des rhumes communs, les entérovirus, des infections de l'épithélium digestif, pas forcément provoquant des symptômes d'ailleurs, des fois des gastro-entérites, des fois non. Donc le virus de la poliomyélite, ça fait partie des entérovirus, mais l'infection dans l'intestin est plutôt asymptomatique. Et parmi les Picornaviridae, on trouve le virus de l'hépatite A également. Alors, l'ARN génomique est de longueur de 7,5 kilobases de longueur. Donc la poliomyélite, on pense que c'est une maladie qui est avec nous depuis probablement plusieurs milliers d'années, parce qu'on a trouvé ce stèle en Égypte montrant ce prêtre qui marche avec une canne et il a une jambe que les médecins pensent est fortement évocateur d'une paralysie flasque des membres inférieurs, qui est typiquement l'une des séquelles du polio, de la poliomyélite.
Donc ce virus est presque éradiqué, mais quelques foyers persistent avec une transmission encore en Pakistan, Afghanistan et un petit peu en Afrique de l'Ouest. Alors, un autre petit virus ARN brun plus, ce sont les Flaviviridae, grande famille de virus qui, donc Flavi c'est pour jaune, donc c'est nommé d'après le virus de la fièvre jaune qui est un flavivirus. La dengue, c'est aussi un flavivirus, le virus de l'hépatite C, ce sont des Flaviviridae. Donc, cette fois, encore une capside icosaédrique, mais cette fois-ci enveloppée, avec un génome un peu plus long. Donc, la plupart des Flaviviridae sont transmis par des insectes, et le virus de l'hépatite C, ça fait une sorte d'exception. Et dernier exemple, les coronavirus. Donc, encore un virus enveloppé, cette fois-ci avec une nucléocapside hélicoïdale, génome plus longue, 27 à 30 kilobases de longueur en ADN. Ouais. En ADN simple brun, en ARN simple brun. Donc, c'est le champion en taille de génome pour un virus ARN, les coronavirus. Et la polymérase ARN chez les coronavirus est capable de corriger des erreurs de temps en temps. Et c'est pour ça qu'il peut maintenir un génome aussi long. Alors, pour nous, on est infecté jusqu'en 2019 par 4 types ou 4 espèces de coronavirus humains qui provoquent des rhumes saisonniers, 2 du genre d'alpha coronavirus et 2 du genre bêta coronavirus. Et le SARS-CoV-2 fait partie de ce genre de bêta coronavirus. Et ce n'est pas le seul bêta coronavirus qui a réussi à provoquer des infections chez l'humain. Donc, il y a une vingtaine d'années, on avait le SARS-CoV-1 qui a infecté peut-être 7 ou 8 000 personnes, qu'on a tué à peu près 10% des personnes infectées. Et on a encore des cas sporadiques de MERS, donc le coronavirus au syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui est transmis à nous via par des chameaux. Alors, 3 différentes familles de virus ARN brun plus, et on va essayer de comprendre leur système de réplication et d'expression de gènes. Alors, chez les picornavirus, une chose qui les caractérise, c'est que l'extrémité 5' du génome est associée à une protéine virale, la protéine virale G, VPG. Donc, on n'a pas une coiffe 5' sur l'extrémité de l'ARN. Et lorsqu'on regarde dans le génome, on a des sites d'initiation de traduction qui sont en amont de celui qui est réellement utilisé pour initier la traduction. Donc, ce qui veut dire que chez les picornavirus, le ribosome ne se fixe pas à l'extrémité 5' de l'ARN messager, l'ARN viral, et ensuite démarre la traduction au premier AUG qu'elle rencontre, mais il doit plutôt se fixer à un site à l'intérieur de l'ARN génomique viral, et c'est ce qu'on appelle le site IRES, pour un site d'entrée ribosomale interne. Internal Ribosome Entry Site. Donc, ce qui va se passer, c'est que les ribosomes vont se fixer ici sur l'IRES et ensuite démarrer la traduction à partir du premier AUG, le premier codon d'initiation en aval de notre site IRES. Et l'IRES, c'est quoi? C'est une zone de structure secondaire de l'ARN, très caractéristique, ce qui est et qui permet la formation du ribosome sur ce site-là. Ensuite, on a
une seule cadre ouvert de lecture qui va nous donner, dans un premier temps, la traduction d'une polyprotéine virale où toutes les protéines sont alignées les unes après les autres sur le même polypeptide. Alors, en même temps, ou juste après des premiers cycles de traduction de l'ARN viral, les coronavirus vont arrêter la traduction de protéines cellulaires par le clivage du facteur d'initiation de eucaryote, le EIF4G, facteur d'initiation de la traduction EIF4G. Donc, il va cliver le EIF4G et c'est ça qui va stopper la traduction de tous les ARN messagers cellulaires, mais qui va permettre la traduction des ARN viraux parce que, en fait, le EIF4G clivé va néanmoins pouvoir se fixer sur l'IRES. Et le EIF4G va accumuler, va recruter les autres facteurs d'initiation de traduction et permettre la formation de ribosomes sur l'ARN viral. Alors, pour les autres virus, les coronavirus ont la capacité de synthétiser leur propre coiffe 5' sur les ARN messagers viraux. Donc, la traduction cellulaire va se faire normalement. Et pour les flavivirus, comme le virus de l'hépatite C, il y a également l'utilisation d'une IRES, mais avec une séquence et une fonction un peu distinctes, parce que les IRES, les Flaviviridae, en tout cas l'hépatite C, permettent l'association, le recrutement du ribosome directement sur l'IRES, sans l'intervention de EIF4G ou EIF4A. Alors, pour les coronavirus, ils ont aussi la capacité d'arrêter la traduction des ARN messagers cellulaires parce que la protéine non structurale du virus NSP1 va se fixer sur le ribosome et va bloquer le canal d'entrée de l'ARN messager. Donc ça va bloquer la traduction de tous les ARN cellulaires. Et le virus peut néanmoins continuer à traduire ses propres ARN messagers parce que chaque ARN messager porte une séquence leader qui a à nouveau une structure secondaire un peu particulière. Et la protéine virale NSP1 va reconnaître la présence de séquences leader et va permettre l'introduction des ARN viraux. Donc, on a un petit système plutôt astucieux pour permettre la traduction des ARN viraux, bloquer la traduction des ARN cellulaires. Donc, le virus s'accapare entièrement des ribosomes cellulaires. Donc, ça, c'est l'initiation de la traduction chez les virus ARN brun+. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer chez les picornavirus? Comme j'avais dit, on a initialement l'expression d'une polyprotéine. Et cette polyprotéine sera clivée par l'action des protéases virales. Donc la protéase 2A et la protéase 3C. Donc la protéase 2A ne fait pas grand-chose, qui est juste entre les protéines de capsides et les protéines non structurales, et le 3C fait tout le reste. On a quelque chose un peu semblable chez les Flaviviridae. On a également l'introduction d'une polyprotéine qui couvre pratiquement tout le génome viral. Et ensuite, le clivage de cette protéine en polyprotéine, en protéine fonctionnelle par soit la protéase virale, NS3, soit des protéases cellulaires. Une autre chose qui est un petit peu en commun entre les picorna et les Flaviviridae, c'est l'organisation générale du génome. Donc ici, on a des protéines de structure dans la région 5'. Pareil pour les Flaviviridae. Donc ça, c'est capside, matrice, enveloppe. Et ce sont des différentes protéines de capside ici.
et en 3' l'ARN polymérase, tout en dernier, NS5 chez les Flaviviridae, c'est également la polymérase ARN virale. Et les protéases et des autres protéines non structurales un peu au milieu. Donc l'organisation de ces génomes, c'est un peu la même chose. Alors chez les Coronaviridae, c'est totalement différent. On a, si on regarde bien, bon, enfin, on va voir. Donc, ouais, où est-ce qu'on a ça? Non, allez. Donc, on a sur le génome, en région 5', une polyprotéine, mais qui ne code pas pour les protéines de capside ou d'enveloppe. En fait, les protéines de structure du virus sont codées dans la partie 3' du génome sur une série de cadres ouverts de lecture qui sont distincts. Donc la polyprotéine, c'est un cadre ouvert de lecture. Et en fait, sur ce qui va se passer initialement après l'arrivée de cet ARN dans la cellule, c'est la traduction des polyprotéines 1A et 1AB. Donc ici, on a un codon stop, mais de temps en temps, le ribosome peut lire à travers ce codon stop pour nous donner la polyprotéine 1AB. Et dans le 1AB, on a l'ARN polymérase virale qui est ici. Donc les polyprotéines sont clivées en molécules fonctionnelles par les protéases virales. Donc on a la NS1 qui va bloquer la traduction ribosomale de la cellule, des ARN cellulaires. On a l'ARN polymérase virale qui va d'abord faire une copie en ADN double brun et à partir de cet ARN double brun former des ARN messagers. Enfin, il va aussi faire des copies ARN brun moins plus courtes et aussi des ARN messagers où chacun possède la séquence leader. Une autre particularité des coronavirus, c'est qu'il y a des enzymes auxiliaires qui vont rajouter un queue polyar et une coiffe 5', donc qui copient des ARN messagers cellulaires, ce qui n'est pas le cas pour les Picorna et les Flaviviridae. Donc il a un génome un peu plus grand, donc il peut coder pour un peu plus d'activité enzymatique. OK. Donc, chez les Picornaviridae et les Flaviviridae, on a un seul type d'ARN brun positif qui est formé et le génome et l'ARN messager, c'est la même chose. Okay, donc on a intermédiaire, on a un ADN double brun, ARN double brun qui est formé et ensuite on va transcrire plusieurs ARN messagers qui sont la même chose que le génome. Ah, j'avais oublié que j'avais ça qui arrivait. Donc chez les Coronaviridae, on a quelque chose de différent. Donc on a soit la formation des copies longueur intégrale en ARN brun moins, soit on a des intermédiaires en ARN brun moins qui sont subgénomiques. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de L, mais normalement je dois avoir un L ici. Et donc on a la transcription des ARN messagers qui se fait d'abord par la formation des copies ARN brun moins qui commence ici en recopiant l'ARN brun plus. Donc ça va arriver ici et puis ensuite l'ARN polymérase va sauter jusqu'à l'extrémité pour recopier la séquence leader sur l'extrémité de chaque copie d'ARN brun moins subgénomique. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la séquence leader à l'extrémité 5' sur chaque ARN messager viral. Et ça, c'est essentiel, sinon ces protéines-là ne pourront pas être traduites efficacement. Ah ben voilà. OK, bon, une question. Et puis on va se terminer, on va terminer avec ça. OK? Juste pour voir si vous avez bien compris.
Ouais. Alors, attention à la question, qu'est-ce qui est vrai pour les Picornaviridae mais faux pour les Flaviviridae? Ah oui, dans mes D. Ouais, ok, oublie D, parce que j'ai enlevé ça des cours cette année. Parce que c'était déjà trop long, donc j'ai enlevé ça. Oh, putain, mais j'ai le soleil aux yeux. Ah, ok, là, mais vous réfléchissez pas beaucoup, là. Hein. Ok, plutôt que de faire l'explication, il est 12h20 déjà. Donc je vais m'arrêter là. On reprendra avec cette question. S'il vous plaît, essayez de réfléchir à cette question-là. Trouvez les bonnes réponses pour la prochaine fois. Et on relancera la question.